Alors, qui c'est ce fameux Mowgli? Eh bien c'est un enfant, né de parents humains, mais qui par une série de circonstances s'est retrouvé seul et abandonné dans la jungle, avant d'être recueilli par les loups, dont Mère Louve et Père Loup. Les raisons pour lesquelles Mowgli est orphelin divergent selon les œuvres. Dans le livre, Shere Khan a tenté de s'en prendre à ses parents, qui se sont enfuis, et le gosse a trouvé refuge dans la tanière d'un couple de loups. Dans le dessin animé de Disney, Bagheera le trouve abandonné dans un bateau échoué, sans aucune trace de ses parents, et, se refusant à l'abandonner, choisit de le confier aux loups. Dans l'animé japonais, c'est la panthère qui se retrouve involontairement responsable de la mort des parents. En effet, ils s'étaient réfugiés sur une falaise, et ayant aperçu Bagheera qui s'approchait d'eux, sans intention de leur faire du mal pourtant, ils ont fini par tomber, terrorisés par le fauve. Au passage, Mowgli sera appelé ainsi par Mère Louve, car Mowgli signifie grenouille. On l'appelait Mowgli, la petite grenouille. Parce qu'un enfant humain, ça ressemble sacrément à une grenouille. Bah ouais. T'avais jamais remarqué? Ah bah pour moi la ressemblance est frappante. Suite à cela, une dizaine d'années passent et le bambin a bien grandi. Dans le livre, l'animé japonais et le dessin animé russe, Mowgli va grandir au fur et à mesure de l'histoire et vivre plusieurs aventures différentes et dangereuses. Souvent plus dangereuses que Shere Khan en fait. Car oui, pour Disney, le tigre demeurait pratiquement la seule et unique menace du gamin. Au niveau du comportement, c'est là aussi qu'il y a des divergences. De base, Mowgli est un garçon très ingénieux, et pratiquement surdoué j'ai envie de dire. En effet, quand il se retrouve chez les humains pour la première fois, il apprend leur langue en une journée à peine. Tournez ça comme vous voulez, mais pour moi c'est pas à la portée de tout le monde. C'est tourné de façon un peu plus logique avec l'animé japonais, car il faut au gamin plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour vraiment parvenir à converser avec des humains sans problème. Par ailleurs, le gamin est assez ingénieux pour concevoir quelques petits éléments, comme une semi-lutte pour dormir, un élément qui a été amplifié dans le film live de 2016. Et... bah dans le livre, Mowgli est considéré comme un petit surdoué ingénieux, donc ça passe, sans problème même. Au-delà, Mowgli est un enfant, certes, mais qui est davantage connecté à la nature qu'autre chose. Il a vécu à la dure pendant 10 ans, sans aucun autre contact que les animaux, ce qui fait que Mowgli, s'il peut avoir des élans égoïstes, reste un membre d'une meute de loups. Il comprend parfaitement qu'il peut poser problème aux siens s'il reste et choisir de s'éloigner. Et il est aussi capable de tenir tête à Shere Khan pour lui dire ce qu'il pense. Peuple libre, Shere Khan est-il donc notre chef? Qu'est-ce qu'un tigre peut avoir à faire avec la direction du clan? À cause de la succession verte. Et comme on m'avait prié de parler... Qui t'en avait prié? Sommes-nous tous des chacals pour flagorner ce boucher? La direction du clan regarde le clan seul. Ce qui était complètement renié par le dessin animé de 67, qui fait de Mowgli un gamin capricieux, égoïste, arrogant et inutile. Non, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le gosse ne sert à rien, et il a toujours besoin qu'on vienne à son aide. Si effectivement il finit par utiliser le feu contre Shere Khan, dans le livre, c'est justement qu'il est parti en chercher chez les humains. Dans Disney, il fait une réussite critique lors d'un jet de chance. Parce que c'est ni plus ni moins que la foudre qui met le feu à un arbre mort. Bon après il y a aussi une petite critique à faire à l'égard des livres. Mowgli étant un humain, aucun animal n'ose le regarder droit dans les yeux. Pas même Shere Khan en raison de la peur naturelle que les hommes infligent aux animaux. Et dans les dernières nouvelles, Mowgli était pratiquement consacré seigneur de la jungle. Et le petit salaud en profite bien mine de rien. Hein. D'ailleurs dans la toute dernière nouvelle, avant qu'il ne parte définitivement pour le village des hommes, il se plaint que les animaux ne le servent pas avec le respect qui lui est dû. Petit con va. À dire vrai, j'ai été même plutôt content qu'il se casse, hein, histoire de foutre la paix aux animaux. A l'inverse, j'ai préféré la version de 89 où Mowgli n'est rien de plus qu'un singe sans poil dans la jungle, rien de plus. Personne ne le craint, personne ne le vénère, il est juste un enfant qui se fait des amis et des ennemis. Et son départ définitif fait aussi partie des épisodes qui m'ont mis les larmes aux yeux. Mowgli arrive dans la jungle alors qu'il est tout petit. Et si l'âge de son arrivée n'est jamais précisé, on sait en revanche très clairement qu'il quittera définitivement la jungle à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire qu'il aura passé près de 15 ans dans la jungle, sans autre compagnie que celle des animaux. Avant que, comme ne lui avait prédit Akela, Mowgli finisse par chasser Mowgli. Crois ma vieille expérience, sauve-toi pendant qu'il est temps, un jour quelqu'un en aura assez de toi, et ce jour-là, on te chassera. Et qui est-ce qui pourrait vouloir me chasser? Voyons, réfléchissez-toi, ou plutôt l'autre Mowgli qui est en toi, ce Mowgli petit homme qui fait que tu ne seras jamais un véritable loup. Enfin, quitter définitivement dans le bouquin et le dessin animé de Disney, oui. Mais dans l'animé japonais, pas tellement. En fait, il se contente de se réinstaller avec sa copine et sa famille dans les ruines d'un village, toujours dans la jungle, accompagné par Bagheera, et il aura toujours des contacts avec les animaux de la jungle. Fait des happy end comme on peut. S'il y a bien une espèce animale qui doit être la plus importante dans l'histoire du livre de la jungle, c'est bien celle des loups. Plusieurs meutes existent, et c'est celle du clan de Sioni, aussi appelé le peuple libre, qui recueille Mowgli, et on y retrouve plusieurs personnages récurrents. Le premier, et plus marquant, c'est bien entendu Akela, qui a carrément donné son nom à un grade de scout, et c'est pas pour rien. Akela, c'est le chef de meute. Surnommé le loup solitaire, ou le loup gris, il est souvent considéré, malgré son âge avancé, comme un des plus forts et des plus intelligents de la meute. Il est certain que je dois mourir, et ma vie ne vaut plus grand-chose. Autrement, je l'offrirais pour celle du petit homme. Mais afin de sauver l'honneur du clan qui ne vaut presque plus rien, apparemment, je m'engage, si vous laissez le petit homme retourner chez les siens,
à ne pas montrer une dent lorsque le moment sera venu pour moi de mourir. Cela épargnera au moins 3 morts au clan. L'idée qu'Akela puisse considérer que le clan soit trop faible face à Shere Khan, comme il le faisait dans le dessin animé de 67, est loin d'être un hommage rendu à ce personnage. Akela, c'est le genre intraitable, qui respecte la loi de la jungle à la lettre, et qui n'hésitera pas à mener la meute face à un ennemi encore plus dangereux que Shere Khan, si cela est fait dans le but de protéger un des siens. Cela est davantage respecté dans le film live, même si Akela y apparaît plus jeune. Le tigre sait qui règne sur cette partie de la jungle. Je doute qu'il soit venu pour proférer des menaces. Encore moins durant la trêve de l'eau. Avec Frère Gris, Akela sera un des plus fidèles alliés de Mowgli, et il se joindra au petit homme chaque fois que celui-ci aura besoin d'aide, comme durant un combat à mort contre Shere Khan ou lors de l'invasion des chiens rouges. Et face à ce dernier, le vieux loup écopera de blessures mortelles auxquelles il finira par succomber. Non sans un dernier discours émouvant à l'intention de Mowgli, lui prédisant que malgré tout, il retournera chez les hommes. Ok, alors là c'est un petit peu particulier. Père Loup n'a aucun nom dans le livre d'origine. Tout juste est-il celui qui accueille Mowgli. Mais il n'a pas vraiment d'importance en termes d'histoire et n'apparaîtra que très peu. Disney lui offrira un rôle encore plus minuscule dans le dessin animé de 67, et commettra l'affront de le nommer Rama, le nom qui est donné à un buffle. Et les buffles étant considérés comme les animaux les moins intelligents de la jungle. Merci du cadeau. Quant au film live, on sait pas. Il apparaît jamais, il n'est jamais mentionné. Bon, après, je peux pas vraiment en faire un reproche. Quitte à avoir un personnage qui ne sert à rien dans l'intrigue, autant ne pas l'y mettre. Ça reste plus respectueux du matériau de base. Dans l'anime japonais, en revanche, on a plus d'informations sur ce sujet. Surnommé Alexandre, il s'était autrefois battu en duel contre son rival, le Loup Rouge, afin de décider qui prendrait la place d'Akela en tant que chef de meute. Malheureusement, au cours d'un incendie, Shere Khan tenta de barrer la route à la meute afin de s'emparer de Mowgli. Alexandre se sacrifiera alors, affrontant Shere Khan dans un duel à mort dont il ne ressortira jamais. Ce qui est complètement con, on est d'accord. Un loup ne fera jamais le poids contre un tigre. Et le peuple libre aurait dû au contraire se jeter sur le tigre pour en faire de la pâtée pour chat plutôt que d'abandonner... son chef quoi. Ouais, pour le coup, mauvais point pour l'animé. Si elle ne fait clairement pas partie du top 3 de mes personnages favoris, Mère Louve, qui porte le nom de Raksha, reste un des animaux que j'adore le plus dans le livre de la jungle. Raksha est la louve qui adopte Mowgli, et elle est dans toutes ses adaptations représentée comme une mère protectrice, douce et maternelle. Cependant, on oublie un peu trop vite la signification de son nom. Car oui, Raksha signifie Illuminati. Et elle ne porte pas ce nom pour rien, vu que dans la toute première nouvelle du livre de la jungle, elle apparaît et tient carrément tête à Shere Khan. Et elle le brosse carrément pas dans le sens du poil. Et c'est moi, Raksha, qui vais te répondre. Le petit homme est mien, Lungri. Le mien à moi. Il ne sera point tué. Il vivra pour courir et chasser avec le clan. Et prends garde, chasseur de petits tout nus, mangeur de grenouilles, tueur de poissons. Il te fera la chasse à toi. Maintenant sors d'ici, ou par le sambur que j'ai tué, car moi je ne me nourris pas de bétail mort de faim. Tu retourneras à ta mère, tête brûlée de jungle. Plus boiteux que jamais tu ne vins au monde. Va-t'en! Badass la maman. Malheureusement dans le livre, elle n'a pas énormément d'influence, même si elle est souvent de bons conseils, et finit même par mourir avec Père Loup. Hein? Comment? Je sais pas. C'est pas indiqué, c'est arrivé entre deux nouvelles, donc je sais pas. La version live de Disney l'a représentée comme parfaitement maternelle et protectrice, peut-être même un peu trop quand même, car elle perdait tout ce côté... démoniaque en fait. Autant, je peux comprendre la scène où Shere Khan prend presque ses petits en otage. Néanmoins, si ça s'était produit dans le livre, Raksha ne se serait pas laissé faire. Pour le coup, s'il y a bien un loup du clan susceptible de sauter à la gorge de Shere Khan sans le soutien de personne, c'est elle. A l'inverse, si elle n'est pas montrée comme très combative dans l'anime japonais, elle reste un des loups les plus astucieux et une excellente stratège dans la meute du peuple libre, à tel point qu'elle finira par remplacer Akela au statut du chef de meute. Une fonction qu'elle aura du mal à accepter, parce que c'est une femelle, et qu'elle craint que les loups de sa meute ne l'acceptent pas pour cette raison. Alors pour lui c'est relativement simple. Mère Louve a une portée de louveteau un peu avant l'arrivée de Mowgli. Une portée dont Frère Gris était l'aîné, et qui s'attachera énormément à la petite grenouille. C'est un des alliés les plus loyaux de Mowgli, et qui sera, avec Akela, le premier à le soutenir et à monter une alliance contre ses adversaires. Il n'apparaît quasiment pas dans les versions de Disney, et est même beaucoup trop jeune dans le film live, mais il est présent avec un autre des frères de Mowgli dans l'anime japonais. C'était Bagheera, la panthère noire. Sa robe est tout entière noire comme l'encre. Mais les marques de la panthère y affleurent sous certains jours, comme le font les reflets de la moire. Car chacun connaissait Bagheera, et personne ne se souciait d'aller à l'encontre de ses desseins. Car Tabaki est moins rusé, le buffle sauvage moins téméraire, et moins redoutable l'éléphant blessé. Ah, Bagheera, mon second personnage préféré du livre de la jungle.
Bagheera est une panthère noire, qui a fait partie de ceux qui se sont insurgés afin que les loups gardent Mowgli parmi eux. Elle a carrément fait cadeau du fruit de sa chasse au peuple libre, un taureau bien gras, afin que Mowgli soit accepté. Bagheera, c'est une des plus précieuses amies de Mowgli, amicale, protectrice et surtout bienveillante. Mais pourquoi? Vous vous demandez pourquoi une panthère noire viendrait à protéger un bébé humain? Eh bien parce que Bagheera a vécu parmi les humains. Elle est née et a grandi en captivité, jusqu'à un soir où elle est parvenue à s'échapper pour rejoindre la jungle. Ce qu'elle prouve avec la marque qu'a laissé son collier sur sa peau, et dont Mowgli sera le seul et unique témoin. Dans la plupart des adaptations, ce personnage est foncièrement respecté, même si chez Disney, autant dans le film que le dessin animé, la panthère est vue comme plus stricte, plus sévère. À la limite du psychorigide quand même, hein. Pire encore, le dessin animé de 67 éprouve un singulier plaisir, non seulement à ridiculiser Bagheera, mais en plus à la rendre particulièrement susceptible. Vous me croyez pas? Mais regardez le dessin animé, bon sang! Elle abandonne Mowgli 2 fois! Et si elle revient à chaque fois, c'est uniquement parce qu'elle entend des appels à l'aide. Maintenant, Bagheera reste un de mes personnages favoris, qu'il soit ou non bien respecté, car même s'il y a eu des écarts de la part de Disney, ça va, c'était pas les pires qu'on puisse noter, même si ça m'a bien fait grincer des dents. Hein? Oui, je dis indifféremment il ou elle en parlant de Bagheera. Pourquoi ça vous choque? Ah oui, c'est vrai qu'à cause des différentes adaptations d'histoire, on pourrait ne pas se poser la question, mais... Bagheera la panthère noire, est-ce que c'est vraiment un mal? Après tout, on a toujours entendu Bagheera parler avec une belle voix d'homme. Il était entouré de racines de figuier. Tous les arbres ornés de lianes sont déjà morts ou en sursis. Ce sont des choses qu'un loup doit savoir. Il y a vraiment de quoi être fier. Frayer avec les singes, ce peuple sans loi, ces macaques stupides. Souhaitons que Mowgli tire profit de cette expérience. Si tu les attaques, ils viendront se venger et ils seront bien plus nombreux que nous. Bagheera! C'est pour ça que la loi de la jungle est très stricte. Il nous est formellement interdit d'attaquer les humains. N'est-ce pas, Shere Khan? Pourtant, je me suis vite rendu compte lors de ma lecture que Kipling désignait invariablement ce personnage par il ou elle. Pour l'exemple... Ce disant, elle marchait dans l'eau et promenait son regard sur les lignes de cornes cliquetantes et d'yeux effarés, où le cerf et le sanglier se poussaient d'un côté et de l'autre. Et, se couchant de tout son long, un flanc hors de l'eau, elle ajouta. Qui le saurait mieux que moi? Je suis une mangeuse de tortues, une pêcheuse de grenouilles. J'aimerais profiter autant de la vie en ne mâchant que des branches. Vous me direz, il est tout à fait possible que l'erreur vienne de la traduction. Et c'est vrai, on pourrait bien se servir du pronom « elle » parce que Bagheera est une panthère. Oui, peut-être que c'est juste le traducteur qui s'est chié dessus. Jusqu'à ce que je jette une oreille au dessin animé russe de 67. Человек? Это интересно. А откуда же он взялся? Alors, peut-être que je me plante, mais pour moi, la panthère a l'air d'être doublée par une femme. Du coup, Bagheera est-il bel et bien une femelle? Vu que dès la première apparition de Merlouf, Kipling n'hésite pas à en faire une badass qui n'a pas froid aux yeux, je vois pas en quoi ce serait impossible. À moins que Bagheera soit le tout premier personnage gender fluid de l'histoire de la fiction. Je vous avoue que là, je sais pas. Pour être précis, les singes sont appelés des bandarlogues. Il s'agit des animaux les plus méprisés de la jungle, car ils sont idiots, ne respectent pas la loi, ils sont vaniteux car persuadés d'être l'avenir de la jungle, et surtout, ont un gros déficit de l'attention. C'est bien simple, ils ne sont pas capables de s'intéresser à quoi que ce soit plus de 5 minutes avant de passer à autre chose. Comme je l'ai dit, le reste de la jungle les méprise, mais pas au point de leur donner la chasse. Plutôt, pour en arriver au point de les ignorer. Écoute, petit homme, je t'ai appris toute la loi de la jungle pour tous les peuples de la jungle, sauf le peuple singe, qui vit dans les arbres. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de langage à eux, mais se servent de mots volés, entendus par hasard lorsqu'ils écoutent et nous épient là-haut, à l'affût dans leurs branches. Ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de mémoire, ils se vantent et jacassent, mais la chute d'une loi suffit à détourner leurs idées. Ils rient et tout est oublié. Nous autres de la jungle, nous n'avons aucun rapport avec eux. Nous ne buvons pas là où boivent les singes. Nous n'allons pas là où ils vont. Nous ne chassons pas là où ils chassent et nous ne mourrons pas là où ils meurent. Sauf que les singes, faisant preuve d'une ténacité particulièrement impressionnante, enlèvent Mowgli afin d'en faire leur chef. En effet, ayant surpris ses talents de bricoleur, ils se sont dit que s'ils apprenaient à faire pareil, alors ils pourraient devenir le peuple le plus avancé de la jungle. Vous l'aurez compris, les singes ne sont clairement pas l'espèce la plus aimée de l'auteur lors de sa création. Ils sont même tellement idiots et dissipés qu'ils ne sont même pas capables d'avoir un chef. Mais dans ce cas, d'où sort Louis? D'où vient ce roi Louis dont tout le monde aime à ce point chantonner l'hymne? Je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous. Eh ben, il est totalement fictif, inventé par Disney, alors qu'il n'avait strictement rien à foutre là. Et en même temps, je trouve sa présence parfaitement logique dans le film live, car ici nous n'avons pas juste affaire à un orang-outan, mais à l'orang-outan le plus massif qu'il m'ait été donné de voir. Et là, c'est un peu plus crédible. Si un singe est plus grand et plus costaud que les autres, il peut plus facilement imposer sa volonté, et donc devenir naturellement un chef.
Un autre point ajouté par Disney, c'est que si les singes ont enlevé Mowgli, ce n'est pas pour qu'ils leur apprennent à faire des huttes, mais pour leur révéler le secret de la fleur rouge. En gros, comment faire du feu. Et pour le coup, c'est une bonne idée, parce que la fleur rouge est perçue comme un pouvoir surnaturel que seuls les humains peuvent faire éclore. Et ils pensent donc que c'est un talent naturel partagé par tous les humains. Mowgli étant un homme, ils en arrivent donc à la conclusion logique que lui aussi sait faire du feu. Pour un peuple idiot, cette déduction si logique leur correspond parfaitement bien. Pour le coup, bravo Disney. A l'inverse, dans l'anime japonais, les singes sont sous la houlette de Shere Khan, qui leur ordonne de ramener Mowgli afin de récupérer le gamin dans un endroit tranquille, les grottes froides. Oui, les grottes froides. Les grottes froides, c'est l'endroit où vivent les Bandarlogs. Il s'agit en réalité des ruines d'une ville humaine qui a été désertée il y a bien longtemps. Alors, aucune date précise n'est donnée, mais vu que cette ville contenait carrément un roi, et qu'elle existait à une période où la jungle ne l'avait pas envahie, je pense pas me tromper de beaucoup en disant qu'elle est vieille d'au moins plusieurs siècles. Et dans l'anime japonais, l'endroit est même considéré comme maudit, ce qui fait qu'aucun chasseur n'ose s'en approcher. Et donc, en toute logique, aucun ne devrait pouvoir sauver Mowgli. D'ailleurs, dans une autre nouvelle, Mowgli découvrira que sous cette cité se trouve un gigantesque trésor, gardé ad vitam aeternam par un cobra, si vieux qu'il en est devenu blanc et que le poison de ses crocs s'est asséché, le rendant inoffensif. Et on apprendra que le cobra en question a été placé là pour protéger le trésor à tout jamais. Par les précédents habitants de la ville. Ouais, on va pas se mentir, Kipling part dans de sacrés délires au niveau de l'espérance de vie des animaux. Alors, vous avez quelle vision des éléphants? Une ligne de bestioles qui détruit l'environnement sans s'en préoccuper, et menée par un animal qui a servi dans l'armée britannique et qui est aussi pompeux et incompétent que sujet aux pertes de mémoire? Vous avez tellement tout faux sur tous les points. Dans l'histoire de base, les éléphants sont loin d'être tels que décrits par Disney, puisqu'ils sont, et notamment Hati, qui est plus ou moins le seigneur de la jungle, ce face à qui même Shere Khan ne va pas oser dire un mot plus haut que l'autre. Car oui, de par la légende de la création de la jungle, on y reviendra un peu plus tard, c'est principalement Hati qui sera le représentant du titre de Big Boss pendant toute la jeunesse de Mowgli. La preuve, c'est lui qui sonnera la trompe pour déclarer la trêve de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça, la trêve de l'eau? C'est une histoire qui se déroule dans la nouvelle Comme en vain la crainte, et qui a été utilisée par l'anime japonais et le film live de Disney. En effet, une violente sécheresse s'est abattue sur la jungle à tel point que le fleuve est presque à sec, poussant alors à la mise en place de la trêve de l'eau. Ce qui signifie que, tant que l'eau n'est pas revenue en abondance, aucun prédateur n'a le droit de chasser à proximité du seul et unique point d'eau disponible. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelleux? Eh bien, il s'agit du nom d'un chacal, qui est plus ou moins le bras droit de Shere Khan, et d'ailleurs lui aussi méprisé par l'intégralité des animaux. Et ce, pour deux raisons. La première étant qu'il est incapable de chasser seul, ce qui le pousse à se nourrir des ordures abandonnées par les humains, et qu'il est atteint par le virus de la rage. Ce qui, aux yeux de la jungle, est une des pires disgrâces possibles et imaginables. Comme je vous l'ai dit, Tabaki c'est l'âme damnée de Shere Khan, qui s'arrange toujours pour ne pas être dans le coin quand Tabaki fait une crise de rage, et il sera toujours à ses côtés comme un fidèle serviteur. Le truc de Tabaki, dans les nouvelles, c'est qu'il est considéré comme sacrément malin. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Et c'est même pour cette raison que Shere Khan le garde à ses côtés, afin de bénéficier de sa ruse. Comme Mowgli le dit lui-même, je n'ai pas peur de Shere Khan, mais Tabaki a plus d'un tour dans son sac. Dans la plupart des adaptations, il est souvent oublié ou passé sous silence, comme dans les Disney, et il apparaît parfois, notamment dans l'anime japonais, sous les traits d'une hyène. Alors, je pourrais critiquer sur le coup, mais je vais pas le faire. Parce que très honnêtement, je suis pas certain que j'arriverai à différencier un coyote d'un loup, surtout pas au premier regard. Donc je supposerais qu'il est devenu une hyène afin qu'on l'identifie plus facilement. Son destin s'achèvera très vite, puisqu'il finira tué un peu avant que Mowgli ne règle son compte à Shere Khan. Dans le livre, il se fait briser les reins par Frère Gris, et dans le film de 42, il a la malchance de finir en repas pour Kaa. Tandis que dans l'anime japonais, il se fait encorner par un buffle lors du combat à mort contre Shere Khan. Un autre personnage très peu connu de l'univers, c'est Chil le vautour. Enfin, dans la version française. Ce qui est un peu con car, d'après mes recherches, il n'y a pas de vautour en Inde. En version originale, Chil est en fait un Milan royal. Et il n'a pas un rôle particulièrement important dans le livre en fait. Il n'apparaît vraiment qu'une seule fois, alors que Mowgli est enlevé par les Bandarlogs. Mowgli lui demande de prévenir Baloo et Bagheera de son infortune, et de leur transmettre où il se trouve. Ce que Chil fera aussitôt. Sinon, dans la plupart des autres adaptations, Chil n'apparaît pas. Tout simplement. En revanche, il est très présent dans l'anime japonais, servant même régulièrement de chercheur officiel lorsqu'il y a besoin de quelqu'un en particulier, et qu'on paye généralement avec du bon gibier. Là encore, c'est logique. Ah oui, alors tu es d'accord? Comme tu y vas. Il faut que je réfléchisse. Et ma récompense, ce sera quoi? De l'antilope, j'espère. Bagheera avait raison, quel rapace celui-là! Mesua, mais qui c'est donc que Mesua? Eh bien, lorsque Mowgli est contraint de quitter le clan des loups à cause de Shere Khan, il s'en va trouver refuge au village des hommes, où il est recueilli par Mesua et son mari. Mesua qui jouera bien vite le rôle d'une mère adoptive pour Mowgli, lui offrant amour et réconfort pour l'aider à s'adapter à cette nouvelle vie.
Par ailleurs, Messieurs avait un fils, Natu, qui a disparu une dizaine d'années plus tôt dans la jungle. Probablement à cause de Shere Khan, même si aucune précision n'est apportée sur le comment de la disparition du bambin. Du coup, Messieurs serait-elle la vraie mère de Mowgli? Aucune idée, et aucune réponse ne sera jamais apportée dans les livres. Elle verra seulement Mowgli comme la réincarnation de Natu, et l'adoptera pour cette raison. Là où les différentes adaptations, en revanche, y ajouteront leur grain de sel, comme dans le film de 1942 qui inverse la situation. Mowgli étant bel et bien Natu, mais où Messieurs, qui a fait son deuil depuis belle lurette, ne le voit pas comme son rejeton, mais comme un orphelin qu'elle ne fait que recueillir. Ce qui, pour l'époque, était plutôt vachement original. Et dans l'anime japonais, Messieurs devient la petite fille dont Mowgli tombe amoureux. Quoi? Non, attendez, qu'une jolie fille arrive dans l'histoire et fasse tourner la tête à Mowgli, je veux bien. C'était déjà le cas dans le film de 42. Et même Disney l'a fait avec son dessin animé, mais eux au moins ont eu la décence de lui donner un autre nom. Mala dans le film de 42, qui est juste une idiote écervelée qui provoquera plus de problèmes qu'autre chose, on va dire que c'est la vision des femmes de l'époque, et Shanti dans le dessin animé de 67, qui séduit volontairement Mowgli afin qu'il fasse ses corvées à sa place. Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès. Oh, y a pas de doute. Ok, alors déjà, ces visions de la femme, c'est pas super sympa pour le beau sexe, on est d'accord. Et ensuite, pourquoi donner au potentiel futur amour de Mowgli le nom de sa mère? Oh putain, je viens de comprendre, bande de dégueulasses! Néanmoins, cette version du personnage, même si elle était chiante par moments, elle était tout de même crédible en tant que telle. Une petite fille qui s'attache à Mowgli et qui finit peu à peu par l'amadouer. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est ça le personnage de Messieurs. C'est celle qui parvient à domestiquer Mowgli pour lui permettre de se lier aux hommes. Mais je trouve quand même que le faire passer de maman à petite copine, c'est quand même assez trash. Ouh putain, on va passer sur un personnage que tous les fans détestent. Quand Mowgli arrive au village des hommes et est recueilli par Messieurs, il fait très rapidement la connaissance de Buldeo, le chasseur du village, qui est un vantard qui adore raconter les histoires abracadabrantes au reste des villageois, juste pour se mettre sur un piédestal. En fait, l'animal le plus fort, c'est le grand dragon. Ah, J'ai toujours eu peur du dragon. Mais détrompez-vous, il existe bel et bien. Je le sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Ouais. Il a la tête d'un tigre, le corps d'un crocodile et des ailes comme celles des aigles, mais en 1000 fois plus grandes. Il prendra d'ailleurs très mal le fait que Mowgli mette en doute ses histoires, au point qu'il répliquera que si Mowgli connaît si bien la jungle, alors il devrait pouvoir ramener la peau de Shere Khan sans problème. Ce que Mowgli accepte de faire. Sauf qu'après avoir tué le tigre, Buldeo surprendra Mowgli et, devant son récit de la chasse, le mettra à son tour en doute. Putain, tu parles d'un hypocrite. Pour finalement tenter de s'approprier son butin. Évidemment, Mowgli ne se laissera pas faire et se fera aider des animaux qui étaient présents pour l'aider, afin de rappeler à Buldeo qu'il a pas trop intérêt à faire le malin. Manque de bol, de retour au village, Mowgli a la mauvaise surprise de constater que Buldeo a raconté d'horribles histoires sur son compte, le faisant alors passer pour un sorcier, ce qui lui vaut d'être chassé du village à coups de pierre. Comme si ça ne suffisait pas, il s'en prendra plus tard à Messieurs, qui l'accuse à son tour de sorcellerie, menaçant de la faire brûler vive avec son mari sur le bûcher. Maintenant, une question me brûle les lèvres. Buldeo est-il vraiment superstitieux à ce point, ou est-il juste un immonde manipulateur? La question se pose, car en fonction des médias, Buldeo n'est pas présenté de la même manière. Bon, quel que soit le support, il est toujours décrit comme un vantard qui raconte des histoires à dormir debout, afin de glorifier ses exploits et de minimiser ses échecs. Sauf que dans le livre et le film de 1942, il a vraiment l'air de croire à ce qu'il dit. Quand il traite Mowgli de démon pouvant se changer en panthère, et pareil pour l'accusation envers Messieurs, il a vraiment l'air de croire à ses délires superstitieux. Ce qui n'est pas le cas dans l'animé. En effet, ici, Buldeo ainsi que le chef du village sont parfaitement conscients du fait que Mowgli n'est rien de plus qu'un enfant sauvage, et que la sorcellerie n'a rien à voir là-dedans. Ce sont juste des bobards que le chasseur raconte pour mystifier les habitants. Tu tueras le premier loup que tu rencontreras. Non pas n'importe lequel, tu choisiras le plus grand. Mieux, tu me ramèneras sa peau et nous l'exposerons en grande pompe sur la place du village. Et pourquoi ça? C'est très simple. Nous dirons qu'il s'agit de la peau du loup qui s'est transformée en membre de la jungle. Oh, c'est une grande idée. Croyez-moi, cet arc narratif a été très dur à visionner et m'a fait haïr l'humanité plus que jamais.